Retour sur le plateau de Politique avec notre deuxième invité, Olivier Besancenot. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes porte-parole du NPA, nouveau parti anticapitaliste. Alors, peut-être vous rappeler un petit peu, on vous connaît bien, mais sur la scène politique française, en tout cas, il y en a un qui ne change pas, c'est vous. Même look, mon fils a le même, c'est un t-shirt, ouais. Même langage, Trade Jones. Toujours militant, toujours engagé, toujours facteur. Pourtant, il y a quelque chose qui a changé chez vous, on a l'impression. Quelque chose d'imperceptible, c'est peut-être que vous avez moins de combustible qu'avant. Je veux dire de l'envie. On vous entend moins, on vous voit moins. Il faut dire que le très mauvais score des régionales vous a mis un petit peu chaos, sans compter l'arrivée pétaradante sur la scène politique et encombrante de Jean-Luc Mélenchon, ce Jupiter de l'extrême gauche. On vous dit un petit peu déprimé, déçu par la vie politique, en tout cas par les combats. Pourtant, la révolution, c'est votre gasoil. Est-ce que ces révoltes arabes ne vous ont pas réveillé? Mais j'étais pas endormi. J'étais pas endormi. Pour tous ceux qui suivent les combats, les vrais, je parle. Je parle pas de l'écume. La surface des choses, je parle ce qui se passe en profondeur dans ce pays, ce qu'on appelle aussi la lutte de classe, les luttes sociales. On a toujours retrouvé le NPA et ma voix n'a jamais disparu. Sur ce terrain-là, des entreprises, des quartiers populaires, j'y ai toujours été. Serait-ce que le grand mouvement social qu'on a connu sur les retraites au mois de septembre et octobre dernier, même si la réforme est finalement passée, quand il y a 7 à 8 millions de personnes qui descendent dans la rue ou font grève, c'est qu'il se passe quelque chose. On était de ce combat-là. On a relayé politiquement ce combat-là. Et évidemment, les révolutions. Militant. Oui, mais moi, je suis un militant. Je l'ai toujours été depuis l'âge de 14 ou 15 ans. Vous n'êtes pas un homme politique? Non, je ne suis pas une femme politique non plus, mais je suis un militant. C'est-à-dire, je ne vis pas de la politique. J'ai pas envie d'en vivre. Et la marque de fabrique de notre parti, c'est justement de regrouper, entre guillemets, des anonymes qu'on aura le bol de pleurnicher auprès des politiciens professionnels pour leur demander de faire un truc qui, de toute façon, ils n'ont plus envie de faire. Donc, on a décidé humblement, à notre échelle, de faire un peu, s'occuper de nos propres affaires. Et là, grandeur nature, c'est ce qui est en train de se passer en Tunisie, en Égypte, avec des vraies révolutions. Qu'est-ce que vous ressentez? Beaucoup d'émotions. Enfin, d'abord pour deux raisons. La première, c'est que moi, je milite depuis 14 ou 15 ans pour défendre des idées révolutionnaires dans un monde qui était un monde où il n'y avait pas de révolution. C'est plus le cas. Et je pense qu'il y a quelque chose qui a profondément changé. Et c'est la deuxième raison. C'est que je crois qu'on est en train de connaître un nouveau cycle politique. Je crois que c'est la première faille politique de la mondialisation capitaliste. On ne peut pas comprendre ce qui se passe en Tunisie, en Égypte, même en Libye, en ne comprenant que les questions démocratiques. Les questions sociales sont extrêmement présentes aussi également. Ça veut dire qu'on ne peut pas comprendre ce qui se passe là-bas si on ne comprend pas non plus les répercussions de la crise financière du capitalisme qui a débuté il y a 2 ans et demi. Alors selon vous, ces révoltes, est-ce que c'est un simple effet d'entraînement? Est-ce que c'est une révolte, on va dire, démocratique, une envie de liberté? Ou c'est une révolte aussi de la faim? Pour citer Rousseau qui disait « Le pauvre aime mieux le pain que la liberté ». Dans le fond, qu'est-ce qu'ils ont choisi? Je crois les deux, mon capitaine. Ouais, exactement, les deux. Je pense que c'est des révolutions et on vient de comprendre là, parce que les travaux pratiques, c'est souvent vachement plus efficace et concret que les grandes théories. Là, on a des révolutions qui nous prouvent qu'une révolution, c'est pas un jour, c'est pas 2 jours, c'est pas 3 jours, c'est un processus politique avec des hauts et des bas. L'exemple tunisien, il est parlant. Au début, les Tunisiens sont descendus dans la rue pour réclamer du pain. Et puis il y a eu la répression, il y a eu les premiers martyrs de la révolution et du coup ils ont demandé à Ben Ali de dégager. Et je veux dire, on ne peut pas comprendre tout ce qui se passe là-bas, et y compris l'effet domino de tout ce que c'est en train d'entraîner d'ores et déjà, si on ne comprend pas le mélange des deux. Alors dans certains pays c'est plus la question démocratique au début, dans d'autres d'abord la question sociale, mais il y a bien un point commun d'un côté ou de l'autre de la Méditerranée, c'est les répercussions sociales. Je crois qu'on est tous conscients, on vient de comprendre que l'impact de la crise financière, il n'avait pas lieu simplement qu'en Europe. Il y a un souffle aussi démocratique, un souffle historique qu'on a vu il y a plusieurs décennies avec la chute des dictatures en Amérique latine ou des démocraties d'Europe centrale ou de l'Est. On est dans ce même momentum, on va dire? Oui, mais je vous dis dans un contexte différent. Oui. C'est le contexte de la mondialisation et c'est ça qui a changé. C'est pour ça que je parle de première faille politique de la mondialisation capitaliste. La Révolution française, c'était pas le... Non, mais de toute façon, aucune révolution se ressemble exactement. Je veux dire, il faut évidemment comprendre les révolutions du passé pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, mais il n'y a pas une révolution qui se ressemble. Et il y a toujours un déclic
déclic qui fait qu'à un moment, voilà, ça se déclenche. Mais quoi qu'il en soit, depuis 30 ans, on vit dans une phase de mondialisation qui, pour l'instant, était confrontée d'abord à ses propres contradictions, celle du capitalisme, parce que la crise qu'on connaît est une crise structurelle. Pour la première fois, et c'est pour ça que je parle d'aspect politique, la contradiction, elle vient du camp d'en face, c'est-à-dire de cette grande masse anonyme d'exploités, d'opprimés, qui fait irruption sur la scène politique et qui prend en main son propre destin. Et c'est pour ça que c'est une leçon de choses, parce qu'en Tunisie, en Égypte, vous avez une ébullition démocratique extraordinaire, où justement, vous avez une assemblée générale à chaque coin de rue, des manifestations à chaque coin de rue, tout le monde discute politique, et la réaction de la classe politique française, c'était de dire, mais mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? On a peur de l'inconnu, mais la vraie politique, celle qui est noble, ça devrait être justement de penser l'inconnu. Si tout est écrit d'avance, ça arrange les politiciens professionnels. Mais ça vous inquiète justement l'inconnu, parce que ces périodes de transition, elles peuvent aussi être dangereuses. Est-ce qu'on peut transposer notre idéal démocratique, nous occidentaux, européens, dans des pays comme la Tunisie? Aujourd'hui, ils ont vécu pendant 20 ans, 30 ans avec un seul parti. Aujourd'hui, il y en a 35 qui se forment. Est-ce que ça, c'est pas comme quand on n'a pas mangé depuis des mois et qu'on vous donne une choucroute, quoi? Est-ce que c'est pas un peu ce même principe? Allons-y pour cette image-là. En tous les cas, je pense qu'il ne faut pas transposer, il ne faut pas parler à la place des peuples. Mais il y a un truc qui est très clair, c'est que le peuple tunisien, il a besoin de personne pour parler en son propre nom, il le fait lui-même, et il donne une leçon de choses par rapport à tout ce discours paternaliste, post-colonialiste, sur le choc des civilisations, parce qu'en effet, c'est les peuples arabes qui viennent nous rappeler qu'on n'est pas condamné à vivre entre le marteau et l'enclume de soit la dictature, soit de l'intégrisme religieux, et qu'il y a une autre option qui est possible, une option démocratique et sociale. Donc il n'y a pas de modèle à importer ou à exporter, j'essaie de vraiment me faire comprendre. Il y a simplement à se dire qu'il y a un processus qui est lancé qui ne s'arrêtera pas, et notre responsabilité, c'est d'aider à ce que ce processus puisse aller jusqu'au bout. Justement, on peut se poser la question sur ces pays arabes qui, dans le fond, pendant 50 ans, 60 ans, se sont construits, et d'une sur le socialisme, sur le nationalisme, sur le nasserisme, mais aussi sur les cendres du colonialisme. Aujourd'hui, il n'y a plus cette fierté-là qui a porté ces pays. Donc quel nouveau monde arabe peut naître? Ça, c'est pas à moi de le dire, c'est au peuple concerné de le dire. De la fierté, ils en ont, j'en suis convaincu. Et puis, dans le listing que vous faites, je reviens toujours sur la mondialisation capitaliste. Je rappelle simplement que la Tunisie, par exemple, en plus d'être la dictature mafieuse de Ben Ali, c'était aussi un des meilleurs élèves du Fonds monétaire international. Et ça, les Tunisiens ne l'ont pas oublié. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a un mélange de tous ces gens-là. Et moi, ça m'inspire. Et je crois qu'il ne faut pas en avoir peur. Et là, c'est plutôt à la population française que je m'adresse. Il ne faut pas en avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de l'inconnu. Quand le peuple décide de se prendre en main, il y a du bon qui peut en sortir. En tous les cas, quoi qu'il en soit, forcément quelque chose de meilleur que ces dictatures qui ont eu la complicité, et je dis bien la complicité, des différents gouvernements occidentaux successifs, y compris français. Ce n'est pas simplement le silence de la diplomatie française qui aurait été foireux dans ce domaine, c'est la complicité politique et aussi économique. Alors, vous parliez, il ne faut pas avoir peur de ces révoltes. Nicolas Sarkozy, la semaine dernière, avait fait plaider pour effectivement cette démocratisation, mais craignait un flux d'immigrés. Aujourd'hui, une polémique lancée par Chantal Bunel, une députée UMP. Écoutez ce qu'elle disait, vous réagissez après. Il n'est pas normal qu'on ne rassure pas les Français aussi sur toutes les populations qui viennent de la Méditerranée. Après tout, remettons-les dans les bateaux. Remettons-les dans les bateaux. La honte. C'est vraiment la honte. Moi, les bras m'en tombent. Voilà, mais maintenant, le problème, c'est que ça peut se dire. Alors, il y a de l'émotion, quand même, un petit peu. Mais je veux dire, c'est une de ces illustrations de tout ce discours qu'on entend maintenant depuis des années, qu'à l'époque, seul le Front National tenait, et aujourd'hui qui est repris par une bonne partie de la classe politique. Bon, cela dit, c'est une députée... Non, mais c'est une députée, mais d'accord. Mais enfin bon, là, ça fait des dérapages même pas contrôlés, ça fait des années que ça dure, et ça fait des mois que ça s'accélère, sur l'islam, sur les Roms, sur l'immigration, mélangée à l'insécurité. On joue sur des thématiques politiques en pensant qu'on va siphonner l'électorat du Front National. Le résultat des courses, c'est exactement le contraire qui est en train de se passer. C'est une leçon de choses. Je veux dire, pour moins que ça, on était 100 000 dans la rue il y a encore 10 ans. Il y a quelque chose qui a pété. Et la responsabilité de la gauche sociale et politique, parce que c'est d'abord à elle que je m'adresse, c'est d'arrêter de penser aux prochaines élections, d'arrêter de savoir si ça nous fait perdre ou gagner des élections. D'abord à la gauche, parce que c'est là où j'ai le bras éventuellement le plus long, en tous les cas pas du côté de la droite, c'est évident, c'est qu'à un moment donné, il faut tenir bon sur ces principes.
faut tenir bon. Et moi, par rapport à ce qui se passe, je suis pour la liberté de circulation, je suis pour la liberté d'installation. Je pense que les frontières ne protègent de rien et je suis pour l'égalité des droits intégrale. Et ceux qui pensent qu'aujourd'hui dire ça, ça fait perdre des voix au moment des élections, donc même quand on est de gauche, il faut le mettre un petit peu de côté parce que ça craint un peu, et ben, le début du commencement du renoncement, il est là. Mais ce débat sur la laïcité tout de même, est-ce qu'il ne faut pas poser le problème? Aujourd'hui, c'est vrai, tout le monde court après ce qu'a dit Marine Le Pen sur les prières dans la rue. Est-ce qu'il ne faut pas faire non plus un débat là-dessus? Mais un débat de quoi? Je veux dire, Sarkozy, il vante les racines de la chrétienté, c'est juste le président de la République. Et on a le même qui va nous tenir des leçons sur la laïcité. Alors qu'en vérité, c'est quoi leur problème? C'est que la laïcité, pour eux, c'est le nouvel étendard de l'islamophobie. Il est là le problème. Moi, un débat sur la laïcité, il n'y a pas de problème. On parle de Tunisie, des féministes tunisiennes, j'en ai rencontré. Et pour elles, la laïcité, ça se négocie même pas, parce que c'est un rempart à l'intégrisme religieux. Mais c'est pas une laïcité islamophobe. Vous voyez, c'est une laïcité ouverte sur le monde. Alors peut-être que de ce point de vue-là, on pourrait aussi peut-être s'en inspirer. Mais je veux dire, il y a quelque chose de pourri et de nauséabond dans la classe politique française qui, moi, me révolte parce que l'antiracisme, ça a été une des raisons pour lesquelles je me suis engagé et je pense qu'on est en plein recul. Et moi, je m'adresse à tous les partis politiques de gauche, c'est le moment de tenir. C'est le moment de tenir, d'être aux côtés des immigrés, d'être aux côtés des travailleurs sans papier. Aujourd'hui en Grèce, il y a des sans-papiers qui sont en train de faire une grève de la faim. On a un gouvernement qui attend qu'une chose, c'est qu'il crève, qu'il fait rien, qu'il laisse pourrir la situation. Donc je crois que si on fait rien, on va au-devant de gros problèmes, de grosses difficultés, parce que la crise économique du capitalisme dont je parlais, si on veut avoir un peu de mémoire, même si c'est pas la même chose, ok, soit la dernière fois qu'il y a eu une crise de cette envergure-là, c'était en 1929. Il faut savoir qu'après 1929, il y a eu des grandes mobilisations sociales solidaires, c'est vrai, il y a eu le Front populaire en France, mais il y a aussi ce qui s'est passé en Allemagne. Et on est un peu dans un contexte des années 30 au ralenti, malheureusement, en ce moment. Il y a une course de vitesse européenne entre d'un côté le mouvement ouvrier, de l'autre côté l'extrême droite qui est aux aguets. Cela dit, n'y a-t-il pas dans votre électorat populaire des personnes qui sont parties au Front National? Pas parties, mais moi je parle tout à fait clairement. Aussi. Non, mais c'est pas une question c'est encore plus clair que ça. Moi j'ai déjà rencontré des gens qui votaient pour nous, qui me disaient moi je vote pour toi parce qu'il faut taxer les riches, mais je suis pas d'accord avec ce que tu dis sur les immigrés. Bah on sait que ils vont au Front National. Non, mais qu'on pu aussi voter pour nous. Mais quand on vote pour nous, on sait pourquoi on vote pour tout ça à la fois. Et c'est ce que je leur réponds. Quand on vote pour nous, on vote pour tout ça à la fois. Et c'est pour ça qu'il faut tenir bon. Et à un moment donné, pas regarder simplement les sondages, mais penser aux autres peuples du monde entier qui sont en train de nous regarder. Si demain en France, il y a des événements dramatiques, économiques ou même naturels, on aura besoin de l'aide des autres. Alors il faut faire quoi avec les Libyens? Il faut les laisser crever. Ceux qui aujourd'hui cherchent un refuge, il faut les laisser entre les mains de Kadhafi. Et l'Europe doit se protéger. Mais on est où? Enfin, je veux dire, il y a quelque chose de... justement, est-ce que vous serez candidat en 2012 pour porter cette parole? Ça, vous laisserez le boulevard à Mélenchon? Non, moi je ne suis pas du genre à laisser un boulevard à qui que ce soit. Je pense que les idées anticapitalistes et antiracistes, elles doivent être représentées d'une manière ou d'une autre. Et j'espère toujours qu'il peut y avoir une candidature de rassemblement anticapitaliste qui soit capable d'incarner la radicalité des luttes sociales, notamment celle dont j'ai parlé sur les retraites. Mais si pas tous ensemble, comme le dit Hollande, toute la gauche ensemble? Toute la gauche, avec le Parti socialiste... tous les cas, ce sera sans nous. Parce que le Parti socialiste, malheureusement, il s'apprête une nouvelle fois à mener une politique libérale. Mais par contre, sur des bases anticapitalistes, oui. Donc vous n'avez pas pris votre décision? Non, ça sera au mois de juin qu'on Alors, tout ça. On passe, avant de se quitter, à la chronique de Soumaïa Benaïssa. Bonjour Soumaïa. Bonjour. Donc, pour reparler de la laïcité, vous nous présentez quelques livres. La laïcité française n'est pas une exception. Non, en tout cas, c'est la thèse que défendent Jean Bobéro et Micheline Milot dans Laïcité sans frontières. Vous le notez dans le titre, hein, la laïcité sans frontières, donc laïcité n'est pas une exception française. Elle est repérable dans différents contextes nationaux. Pour eux, c'est une notion trop mal comprise en France. Telle qu'ils la définissent, la laïcité, c'est un mode d'organisation politique qui vise l'égalité entre les citoyens et la liberté de conscience au moyen de la neutralité de l'État et de la séparation du politique et du religieux. Il faut bien intégrer ces 4 principes, car pour eux, ce sont des principes fondateurs de la laïcité, mais surtout, ils sont combinables différemment en fonction des contextes. Ça veut dire que ça varie. Alors, ils donnent l'exemple de la France lorsque la loi sur l'interdiction des signes religieux a été votée au principe de la neutralité, justement, entre les agents.
Aux États-Unis, elle aurait sûrement été rendue inconstitutionnelle au principe de la liberté d'expression, donc qui est une valeur qui est la valeur dominante aux États-Unis. Donc, pour ces auteurs, en tout cas, face aux nouveaux défis que connaît la France, le pluralisme culturel, la visibilité croissante de l'islam, on a tendance, les politiques en tout cas ont tendance, de faire de la laïcité une valeur alibi, une valeur refuge, l'épine dorsale du modèle républicain. C'est une valeur refuge, la laïcité? Je vous dis, ça dépend de ce qu'on met derrière. Des fois, du refuge du meilleur et du pire, en tous les cas. Puisque là, derrière la laïcité, je vous dis, il y en a qui aujourd'hui stigmatisent une seule communauté, par exemple la communauté musulmane. Donc moi, je crois en tous les cas à l'idée qu'il faut adapter dans chaque période quelque chose qui nous tient à cœur et qui soit un point d'équilibre entre la liberté de culte, mais en même temps la laïcité, c'est-à-dire la séparation des églises, des institutions religieuses et de l'État. Alors, peut-être une petite question. Est-ce que vous avez un sac à main? Il y a des hommes qui portent des sacs à main. Vous allez me dire quel rapport avec, j'ai une sacoche des fois pour distribuer des recommandés. Voilà, c'est à l'ancienne. Voilà, mais sinon, quand vous en privé, vous n'avez pas un sac. Non, il y a des hommes qui ont des sacs à main. Ouais. Pourquoi? C'est une étude très sérieuse. Dans le sac des femmes, on est la semaine qui a porté la journée de la femme. Le sac à main est très parlant. Il y a une étude très sérieuse là-dessus. Effectivement, c'est l'étude de Jean-Claude Kaufmann, qui est un sociologue qui adore dénicher dans l'intime la complexité de nos rapports sociaux. Donc, il s'est intéressé au sac à main, il en fait une lecture sociale et politique. Dans le sac, il a fouillé une centaine de sacs. Non, ce n'est pas vrai, il n'a pas fouillé, il a recueilli des témoignages de femmes. Car vous l'avez remarqué, une femme n'autorise jamais qu'on fouille son sac à main. Plutôt, vous le fouillez si elle vous donne son autorisation. Et il y a y trouvé un certain nombre d'éléments qui le conduisent à penser qu'aujourd'hui encore, dans le domaine de l'intime, les femmes ne sont pas à l'égal des hommes, puisque les hommes ont tendance à marcher soit les mains dans les poches, soit sans sac, et les femmes portent un sac. Est-ce que l'intérieur d'un sac dit quelque chose sur la femme? Oui, elle révèle sa place dans la société française, puisqu'elle porte tout un sac. C'est un espèce d'une pochette surprise où on trouve des gris-gris, la tétine, du petit dernier, des petits biscuits, du Doliprane. Elle porte sur elle toute sa vie. D'ailleurs, elle l'associe souvent à une maison. Vous avez 2 sacs. Il y a plein de bouquins. Exactement. Je parlerai pas du mien parce que c'est pire. Donc voilà, je pourrais confirmer un petit peu les conclusions de cette étude. Il y a beaucoup de choses à faire. Dis-moi quel sac tu portes, je te dirais que tu es. Et plus une femme s'émancipe, plus son sac grossit. Donc ça, c'est un paradoxe intéressant. En vieillissant, on a des gros sacs. Exactement. Parce qu'on s'émancipe avec l'âge. C'est passionnant. Vous avez appris des trucs. Oui, entre les hommes et les femmes, la plus grosse différence, ça reste, même quand on parle des poches, c'est... Par exemple, il y a une révolte à faire sur les salaires. Une révolte des femmes. La différence entre les poches des hommes et des femmes, c'est que par exemple, dans ce qui va au fond et qui vient des salaires, il y a un tiers d'écart, par exemple. Ouais. Donc, je pense que dans l'égalité entre hommes et femmes, une des priorités, ce serait d'établir l'égalité salariale en augmentant les salaires de tous, parce qu'il y a des profits qui se portent bien. Je ne sais pas si les patrons du CAC 40 ont des sacs à main, mais en tous les cas, je peux vous dire qu'ils ont des coffres bien blindés. Bon, Soumaya, on va faire la révolution. Vous nous expliquerez comment. Mais en France 24, il faut vous syndiquer, il faut faire quelque chose. Ah bah oui, non mais on va y aller là. Allez, merci. Piquet de grève demain matin. Merci Olivier Besancenot, merci Soumaya. Tout de suite les infos, merci.